Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 débat. Stress, charge de travail, burn-out, les raisons du malaise chez les forces de l'ordre sont nombreuses. Depuis le début de l'année, 20 membres se sont donné la mort. Pourquoi une telle explosion du nombre de suicides dans cette branche professionnelle? Comment éradiquer ce fléau? Mal-être chez les forces de l'ordre, c'est le thème du débat du jour. Autour de cette table, j'accueille Julien Lecam. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale dans les Yvelines. À vos côtés, Huguette Fouché, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère régionale MODEM, titulaire notamment de la commission sécurité. En face de vous, Françoise François, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue du travail, vous êtes également la présidente de la maison Souffrance et Travail qui est basée à Poissy. Quelques mots tout d'abord sur cette association. C'est une association qui a ouvert ses portes en 2013, au 1er mars 2013, qui a 6 ans aujourd'hui. Au départ, j'étais seule. Aujourd'hui, on est 8 psychologues à travailler autour de la question de la souffrance au travail. Au démarrage, il y a eu 800 consultations. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 7000 passages. Donc c'est énorme. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir répondu présents ce soir. Alors je le disais en introduction, un triste chiffre, 20 membres faisant partie des forces de l'ordre se sont donné la mort depuis le 1er janvier 2019. Parmi eux, des policiers des Yvelines. Julien Lecam, comment expliquez-vous cette vague de suicides depuis le début de l'année ? Alors les raisons sont parfois multiples et complexes. Malheureusement, on dénombre 3 de nos collègues qui sont suicidés en 6 mois. C'est inédit sur le département. Moi, je parlerai essentiellement des conditions de travail sur le département qui se sont dégradées. Et forcément, ce soir, j'ai une pensée pour la famille de mes 3 collègues et ainsi que pour leurs collègues qui actuellement souffrent et qui, évidemment, traversent une vague de souffrance inexplicable. Alors on parlera évidemment lors de cette émission plus en détail justement des causes qui peuvent amener à commettre l'irréparable. Huguette Fouché, en tant qu'élue, comment vous jugez ces chiffres alarmants? Tout d'abord déjà, je tiens à marquer ma solidarité, ma compassion et vraiment toute mon émotion par rapport à tout ce qui s'est passé, tous les suicides qu'il y a eu, entre autres dans les Yvelines, notamment ce dernier suicide du jeune Laurent qui est père de famille de 2 enfants. C'est toujours une catastrophe d'envisager qu'il y ait eu un suicide, parce qu'on se sent très démuni, on se sent un peu coupable. Au niveau de la région Île-de-France et au sein de la commission sécurité, nous sommes très fiers d'accompagner au mieux la police nationale, la gendarmerie, qui fait un travail extraordinaire. Et nous essayons, dans la mesure de notre compétence, d'accompagner. De quelle manière, justement, vous accompagnez? Alors, la police, au niveau de la région Île-de-France, est très présente au niveau des transports, des lycées, et nous faisons tout pour que les moyens mis à la disposition de la police soient vraiment le plus adaptés possible. Concernant les transports, on a mis en place les portiques de sécurité. Dans les lycées, le bouclier sécurité, qui fait en sorte que ça va sécuriser quand même l'entrée dans les lycées. Et puis aussi, concernant la police municipale, on aide beaucoup au financement et à la rénovation des commissariats, du matériel, qui, il faut l'avouer aujourd'hui, est dans un état absolument dramatique. Tout à l'heure, avec monsieur, nous parlions entre autres du commissariat du Vésinet, que je connais un peu. On travaille dans des conditions qui sont des conditions aujourd'hui, en XXIe siècle, ils sont assez inadmissibles. François, le risque de suicide dans la police est 2 à 3 fois plus important que dans d'autres corps de métier. Pourquoi, selon vous? Alors moi, je dirais déjà que rentrer dans la police, on ne rentre pas dans la police parce qu'on a vu de la lumière. Souvent, ce sont des métiers passion. En tout cas, moi, les policiers que j'ai rencontrés, que je rencontre encore aujourd'hui, sont des gens qui ont choisi ce métier-là. Leur objectif, c'est d'aller protéger la population. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est des gens qui sont encore sous le coup de Vigipirate. Il ne faut pas l'oublier. En plus des gilets jaunes, c'est des fonctionnaires qui sont sollicités quasi en permanence, qui ont des temps de travail qui sont extensibles, qui ne voient pas beaucoup leur famille. Et qui n'ont pas beaucoup de temps pour se refaire une santé, si je puis dire, et puis qui se retrouvent dans des espèces de solitude aussi,
Et aussi, je pense qu'il y en a beaucoup qui souffrent du fait qu'ils sont la cible des civils. Et ça c'est incompréhensible, hein. En tout cas de mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, on parle du rythme de travail. Par exemple, mes collègues qui travaillent en police secours sur la plupart des agglomérations du département n'ont quasiment qu'un week-end sur 6 de repos. Voilà, donc il y a une forme de... le 4-2, c'est ça, 4 jours travaillés, c'est ce qu'on appelle le 4-2, repos. effectivement. Donc nous, on tire la sonnette d'alarme lors des CHSCT, hein, on parle de désociabilisation. Hein. Malheureusement, mes collègues, on est une profession grandement touchée par les divorces, sauf que quand vous rencontrez un policier ou une policière qui, d'un coup, va avoir un système de garde, forcément, lorsque vous passez devant un juge de présenter un week-end sur 6 de repos, forcément, ça vous déstabilise, vous rentrez parfois dans des périodes de souffrance. Il faut savoir malheureusement aussi qu'il y a une politique chez nous du management qui est à revoir entièrement. Hein, le management n'est pas adapté. On est une profession effectivement très particulière. Adapter le management, recréer, si vous voulez, une cohésion parmi les troupes. Hein. Il faut savoir que malheureusement, ces dernières années, tout est fait pour que la cohésion disparaisse dans les commissariats. On est un métier très particulier. On a affaire au quotidien à la violence, à la mort. Et effectivement, ces moments-là sont des moments importants. Malheureusement... Quand vous dites tout est fait pour qu'il n'y ait plus de cohésion, ça... Oui, donc si vous voulez, de manière insidieuse, vous avez la politique du chiffre. On a instauré des outils... La politique du chiffre, on a instauré des outils informatiques dans la police nationale qui permettent de tout recenser, et notamment la main courante informatisée. Donc vous avez toute l'activité d'un commissariat qui est recensée. Et les chefs de service font la guerre à tous les moments de sport, les moments de cohésion. On voit des salles de repos disparaître des commissariats, alors sous couvert de manque de place, évidemment. Les chefs de service trouvent toujours des explications. Hein, sauf que c'est des endroits qui sont importants. C'est des moments où justement vous resserrez les liens dans votre équipe. Hein, parfois, la plupart des policiers dans les Yvelines sont issus de la province et trouvent à travers leur brigade de roulement, la BAC, leur GSP, une forme de deuxième famille. Et en fait, tout est fait pour casser ce phénomène par une politique du chiffre qui est encore présente. Justement, vous en pensez quoi, Hugues Touché, de cette politique du chiffre? Eh bien, écoutez, justement, ça tombe très bien. C'est que cette politique du chiffre a été remise en cause, justement, par la nouvelle mandature, enfin, par M. Macron, hein, puisque en début 2018, il y a une commission au Sénat qui a été donc diligentée. Et cette commission a fait un excellent travail, puisqu'elle était sur le terrain, et elle a fait ressortir, entre autres, ce problème donc de conditions de travail, ce problème donc de stress, ce problème de cassure, effectivement, pour beaucoup de policiers qui viennent de province, qui sont complètement coupés de leur environnement. Voilà, donc cette commission a fait un excellent travail, et de cette commission est ressorti que cette politique du chiffre qui avait été effectivement mise en exergue il y a quelques années, et dont on sait aujourd'hui les dégâts monstrueux que cela a fait. Donc cette politique du chiffre, aujourd'hui, normalement, n'existe plus. Ce qu'on essaie aujourd'hui de remettre en place, effectivement, des conditions de travail plus adaptées à l'humain, parce qu'il y a quand même un humain derrière, et de casser, malgré les impératifs de sécurité qu'il faut mettre en place, permettre aux policiers d'avoir une vie de famille. Donc aujourd'hui, la politique du chiffre officiellement n'existe plus, même si effectivement il faut quand même des chiffres pour le manager, comme dans toute entreprise, hein, il faut quand même qu'il y ait des résultats quelque part, mais ça n'est plus cette politique du chiffre castratrice quelque part qui a été mise en place il y a quelques années. Un retour peut-être à donc des conditions de vie et de travail, justement pour ces jeunes policiers qui viennent de province et qui sont mis dans le bain de façon absolument catastrophique aujourd'hui. Je pense qu'il y a un retour au bon sens, un retour à ce respect de l'homme, à ce respect du policier qui, effectivement, comme disait Madame, c'est des choix de vie, ce sont des gens qui ont fait un choix de se donner aux autres. Donc respectons-le. Et ayons effectivement une politique de management
positive. Donc c'est un petit peu le sens de ce qui a été mis en place et qui continuera à être mis en place par donc la nouvelle politique de l'équipe Macron, avec donc plus de politique du chiffre, avec de meilleurs moyens, des meilleurs moyens matériels, avec une dématérialisation, parce qu'en fait aujourd'hui, concernant notamment les dépôts de plainte, on peut dématérialiser des nouveaux outils. Voilà, c'est partie des choses qui effectivement sont mises en place pour aider au respect de l'humain qu'est le policier. Vous parliez de vie de famille. François, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le métier de policier est incompatible avec la vie de famille ? Je ne sais pas si on doit dire quelque chose d'aussi global ou généralisé. Il y a aussi des policiers qui réussissent à combiner leur vie personnelle avec la vie professionnelle. Par contre, moi, là où je rebondirais quand même, c'est de dire que les policiers, si beaucoup tombent, c'est cette interaction entre un travail énorme, un travail où ils cherchent à bien faire, à faire du mieux possible, et derrière, c'est cette non-reconnaissance du travail qu'ils font. Alors, ça reprend tout ce que vous dites, voilà. C'est la reconnaissance par la récompense, la prime, mais pas seulement en fait. C'est tout simplement le matin quand vous arrivez au commissariat, c'est peut-être d'être tout simplement salué, bonjour, par tout le monde, voilà, qu'on vous ignore pas. C'est d'accepter que voilà, tel week-end je ne travaillerai pas parce que oui, j'ai mes enfants à garder parce que c'est mon tour de garde. C'est de s'arranger mutuellement les uns les autres pour que le travail se fasse bien. Je voudrais juste rajouter que en fait le burn-out c'est la maladie des courageux. Il n'y a que des courageux qui tombent, enfin des gens qui ont tout donné, qui ont de l'éthique, des valeurs, et un jour, tout ça là, ça n'a plus de sens. Et les gens qui tombent en fait, c'est parce qu'ils ont perdu le sens véritable du travail. Ils ne savent plus pourquoi ils travaillent. Julien Lecam, il y a un manque de reconnaissance de la hiérarchie ? Énorme. C'est quelque chose qui ressort tout de suite quand vous entretenez avec les policiers. Voilà, il y a forcément d'un autre côté, c'est ce qui arrive. On défend les policiers qui pour leur récompense. Et effectivement, l'administration, on le voit, a du mal à récompenser les policiers. Bon, par contre, de l'autre côté, on est l'un des métiers les plus sanctionnés. Il faut savoir que malheureusement, très vite, vos actes de bravoure sont oubliés lorsque vous faites une erreur. Ça, c'est quelque chose qui frappe beaucoup les collègues. Je sais pas, vous avez des policiers qui vont aider une famille à sortir d'un bâtiment en flammes. Voilà, bon, vous allez avoir une tape dans le dos et puis 2 semaines plus tard, on va vous sanctionner parce que vous avez abîmé un véhicule en allant sur une intervention. Vous voyez, il y a des choses qui sont, c'est quelque chose qui ressort très vite, le manque de reconnaissance. Mais moi, je vous dis, cette politique du chiffre a vraiment détruit la profession et a créé un véritable malaise. Alors, moi, ça, c'est quelque chose, forcément, je parle au nom de tous les policiers, on attend une véritable refonte du management. Il faut savoir qu'il y a vraiment une cassure entre notre hiérarchie et la base, ce qu'on appelle la base, et enfin mettre en place de véritables actions de prévention, parce que notre ancien ministre, Monsieur Cazeneuve, en 2015, annonçait un plan anti-suicide. On voit que qu'en est-il justement de Monsieur Collomb a pris la relève en disant je ferai comme priorité vos conditions de travail et améliorer vos conditions de travail. On est en 2019, depuis le 1er janvier, on a 20 policiers qui se sont suicidés. En 6 mois, on a 3 policiers qui sont suicidés dans les Yvelines. Il n'y a rien de fait. Voilà, concrètement, moi sur les Yvelines, rien n'est fait. Il y a 2 médecins de prévention pour plus de 2000 policiers. Vous imaginez bien la tâche des médecins. Ce sont des médecins qui font partie de ce fameux service de soutien psychologique, le SSPO, c'est bien ça? Oui, alors il y a le SSPO, il y a la médecine de prévention, et puis il y a aussi un tabou, c'est-à-dire que quand un policier va mal, vous voyez, il faut franchir le pas, il faut qu'il aille voir le médecin. Et là, forcément, parfois le pas est difficile à franchir. On est dans un milieu où effectivement, le fait d'aller consulter un médecin, voilà, est assez difficile.
nous, effectivement, on dénonce tout ça lors des CHSCT. Hein. Le préfet, le directeur sont au courant. On tire la sonnette d'alarme depuis des mois. On a l'impression de ne pas être écouté, que mes collègues ne sont pas écoutés, et au contraire, qu'on fait encore, je me suis entretenu hier encore avec un chef de service qui faisait la chasse au moment de cohésion. C'est quelque chose que nous, on dénonce. Malheureusement, les plans, vous voyez, il y a beaucoup d'annonces de faits par nos ministres, mais il n'y a rien d'effectif. Voilà. François, vous vouliez... Oui, je pense que vos temps de cohésion où vous pouvez travailler ensemble à discuter. Moi, j'aime beaucoup la pause café, en fait, parce que dans la pause café, il se dit plein de choses. Nous, c'est le sport. C'est à travers le sport que mes collègues se retrouvent, parce que vous, même lors des entraînements, ce qui est indispensable pour le policier, c'est des moments où vous vous retrouvez entre vous et vous pouvez échanger, débriefer d'une action qui a eu la veille violente. Vous pouvez parler entre vous. Ça s'appelle les stratégies de coping. Ouais. Et du coup, c'est efficace. Vous voyez, on voit ça aussi dans les services de soins quand il y a eu un drame. On voit ça un peu partout aujourd'hui. C'est un réflexe qui est très positif, en fait. Mais la personne qui va mal, celui qui commence à rentrer dans ce processus de syndrome anxio-dépressif réactionnel, je préfère ça plutôt que burn-out, en fait, les personnes qui commencent à tomber ont honte de ce qui leur arrive et ne comprennent pas souvent ce qui leur arrive. Et la culpabilité, c'est de ne pas être comme les autres ou de tomber. Et là, c'est le début de quelque chose qui va mal finir. Et donc, du coup, on ne va pas s'identifier auprès du collègue en lui disant « Tu sais, moi, je vais mal ». Et c'est peut-être ça qu'il faudrait prôner, c'est-à-dire oser le dire, ne pas avoir honte de ce qui nous arrive. Voilà. Je dis nous parce que ça m'est arrivé aussi, donc je sais de quoi je parle, et d'en parler librement, et de pouvoir en parler aussi librement en médecine de préventive, parce que il m'arrive encore aujourd'hui d'entendre dire que ça n'existe pas, le syndrome anxio-dépressif réactionnel, en lien avec la pression du travail. Au moins une fois par jour, je l'entends ça. Et ça, c'est... moi, ça m'irrite. Je suis contente de pouvoir le dire sur le plateau. Bien sûr que si, que ça existe, et que si on n'y prête pas attention, oui, il peut se passer quelque chose de très grave. Alors, qu'un policier mette fin à ses jours, mais qu'avant de mettre fin à ses jours, il y a aussi des policiers, et il faut y penser à eux aussi, ils mettent d'abord fin au jour de leurs proches, et après, ils se donnent la mort. Donc, c'est pas juste le policier, c'est le policier et sa famille, parce que quand on tombe en burn-out, ça rayonne. Il y a plein de dégâts collatéraux. Huguette Touché, je reviens juste sur le plan anti-suicide dont parlait Julien Lecam, qui a été mis en place en 2015. Comment ça se fait justement qu'il n'y a pas eu de... c'est pas poursuivi C'est-à-dire que ce plan suicide doit être accompagné. Et il doit être accompagné de l'intérieur, c'est-à-dire de la part effectivement de la structure hiérarchique au sein donc de la police nationale, des services de sécurité. Donc à chacun de s'inscrire dans ce plan suicide, mais il faut effectivement des gens qui prennent le temps de discuter, et cette mise en place de lieux de discussion, de lieux de cohésion, je pense que ça se met en place, mais c'est vrai que on n'a pas cette culture-là, même dans d'autres secteurs que la police. C'est difficile de parler de sa souffrance au travail. Je pense qu'on a tous plus ou moins vécu des moments difficiles professionnels. On va se replier sur soi-même. On a effectivement honte d'en parler. Donc il faut que dans notre milieu professionnel, on apprenne à accompagner tout ça. Mais c'est effectivement quelque chose qui va se faire au fil du temps. Je voulais rebondir aussi sur le fait qu'aujourd'hui, il y a ce problème-là, effectivement, de problème peut-être de management, d'accompagnement à la souffrance. Et peut-être qu'avec des nouveaux arrivants, des jeunes qui vont sortir des écoles, qui vont venir peut-être aider un petit peu les commissariats qui sont en panne de personnel, ça va peut-être donner un peu de sang neuf. Il est prévu jusqu'à la fin de la mandature, jusqu'à au moins 2020, presque 10 000 embauches quand même de prévues au sein des services de sécurité en pourtant, général. On parle de manque de moyens dans la police. Bien sûr. J'imagine. Nous, sur le département, il y a 5 ans, c'est simple, l'ancien directeur départemental a détruit la sécurité publique. On est passé de 19 commissariats à 9 agglomérations, on a fermé des structures, on a supprimé des postes de manière massive sur le département.
Depuis, d'ailleurs, cette personne a été promue, des directeurs centrales. Donc, vous voyez, chez nous, le fait de supprimer des postes, détruire des départements, et vous jouez sur la sécurité des citoyens, pas non plus des fonctionnaires, mais des citoyens. Vous faites des économies sur la sécurité. Cette personne est maintenant notre directeur central. Donc, vous voyez, comme quoi, chez nous, les promotions se font aussi au détriment de la santé des fonctionnaires de police, mais aussi de la sécurité. Donc, nous, on ne comprend pas, et effectivement, on doute de la véritable priorité du gouvernement. Quand ils veulent mettre en place les quartiers de reconquête républicaine, en quelques semaines, vous avez des effectifs affectés. Depuis 4 ans, il y a un plan anti-suicide. Sur le département, on n'a rien vu. On a eu 6 sorties d'écoles de nouvelle affectation en un peu plus d'1 an sur le département, ce qui est une goutte d'eau. On aurait besoin de quasiment 300 policiers sur le département pour renflouer les services. Sauf que, à travers ce manque d'effectifs, vous avez des enquêteurs qui sont submergés par les dossiers, vous avez des victimes qui attendent des réponses, vous avez mes collègues qui n'ont pas les moyens de faire leur investigation correctement. Donc, et là, il y a certains commissariats sur le département, c'est une véritable cocotte minute. Voilà. On peut parler également aussi de surcharge de travail. Je pense notamment au service de protection des personnalités au sein de la police nationale, puisque du coup, donc alors on sait que notre président Emmanuel Macron est souvent notamment dans les Yvelines, le président du Sénat Gérard Larcher. Donc en fait, ce sont des policiers qui sont. Ce sont des missions qui se sont rajoutées. Et vous imaginez que le week-end, entre la garde de la lanterne et la garde du domicile du président du Sénat, vous avez 5 équipages police-secours en moins sur le département pour garder ces personnalités. On ne dénonce pas la mission. C'est que nous, ce qu'on dénonce, c'est que ça soit une mission qui soit dévolue à la police-secours. Non. C'est-à-dire que vous avez 5 équipages en moins pour intervenir, pour aider les gens. Nous, ce qu'on réclame, c'est que ces missions soient effectuées par un véritable service spécifique avec des effectifs vraiment dédiés à cette mission, et que l'on ne vient pas piocher les équipages dans les différents commissariats, parce que forcément, vous dégradez le service public. Alors cette émission touche bientôt à sa fin. On va commencer à conclure. Finalement, quelles sont les solutions pour prévenir ces suicides au sein des forces de l'ordre et faire en sorte que ça ne fasse plus les gros titres jusqu'à la fin de l'année? On commence avec vous, François. C'est une question difficile parce que du coup on peut rien garantir jusqu'à la fin de l'année. Oui. Oui. Et quelles seraient les solutions, évidemment? Par contre, moi, je prône l'écoute en tant que psy, l'écoute, et puis que lorsque effectivement les policiers vont mal, et s'ils n'osent pas aller dans leur centre spécialisé, qu'ils puissent venir dans des endroits où la parole sera libre et surtout ne sera jamais révélée. Et que la confidentialité est importante aussi pour les policiers. Parce que généralement, ce qu'ils nous disent, nous, c'est qu'ils ont peur que ça se sache. Donc, voilà. Qu'il y ait d'autres maisons souffrance et travail. Voilà, par exemple. Eh bien, écoutez, c'est vrai que c'est difficile, ce que vous me demandez là. Moi, ce que j'y vois en tant que conseiller régional, c'est qu'on va essayer de faire au mieux pour accompagner donc notre police nationale, locale, avec des moyens supplémentaires, une vraie reconnaissance, et sachez qu'en fait, on est très fiers de notre police, quelle qu'elle soit. L'accompagnement en moyens humains, l'accompagnement en conditions de travail meilleures, avec de meilleurs commissariats, avec peut-être des outils numériques qui vont aider à à désengorger donc les secteurs de plainte, afin que les policiers puissent reprendre vraiment le goût de leur vrai métier donc de sécurité, et qu'ils aient moins de tâches annexes à faire. C'est difficile, mais je pense qu'on fait de mieux pour les accompagner au quotidien, en les aidant, et surtout avec une immense reconnaissance pour tout ce qu'ils font. Oui. Julien Lecam. Et nous, on continuera de les défendre lors des CHSCT, d'aller à leur rencontre. Et effectivement, nous, à part une véritable refonte du management, réformer la politique du chiffre et injecter des effectifs, et surtout travailler sur la médecine de prévention, beaucoup, et que effectivement nos ministres qui se succèdent appliquent vraiment les plans qu'ils essayent de mettre en place. Voilà. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus apporter votre éclairage sur ce fléau au sein des forces de l'ordre. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro du 7-8 débat.